Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE. Mais quelque chose me dit qu'on va aller sous la mer aujourd'hui, n'est-ce pas Francine? Bonjour à tous, je suis toujours du côté de Galéria. Aujourd'hui, je vous propose une visite de la façade maritime du parc naturel régional de Corse qui s'étend sur 130 km depuis la commune de Cargese au sud jusqu'à la limite nord de la commune de Galéria. Nous vous proposons une visite éducative sur l'environnement et le développement durable en Corse à Gaza Marine en compagnie de son animateur Jean-Baptiste D'Angeli qui nous attend à Subito. À tout à l'heure Francine. On accueille tout de suite Célia. Je vais y arriver, mais avant cela, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai tout mélangé, Célia. Oui, parce que vous savez pourquoi? Vous m'appelez, je viens. Venez. Parce que justement, D'Angeli, il est non seulement avec Francine, mais il a le don d'ubiquité. Bonjour monsieur, vrai, je suis absolument vrai. ravi que vous soyez là. Prenez place. Alors on va recentrer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on va vous parler d'histoire, de faune, de flore, de tradition, j'en passe et des meilleurs avec notre jolie Francine du côté de Galère. Et nous, ici en plateau, on va vous expliquer l'intérêt de faire découvrir tout ça aux petits et aux grands. Et notre premier invité, eh bien, s'y emploie tous les jours à faire découvrir ça aux petits et aux grands. Luc, vous avez raison, il s'agit de Jean-Baptiste D'Angeli. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le vice-président de l'association Kunishan di Scandola di Ufango. Et votre signe particulier, eh bien, c'est que vous avez une double casquette, puisque vous êtes aussi l'animateur et le gestionnaire de la Casa Marine qu'on a vite aperçu avec Francine. Et dont on reparlera tout à l'heure. Donc voilà, je suis effectivement vice-président de l'association. La présidente n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, donc c'est moi qui vais représenter l'association aujourd'hui. Mais on va la voir, Jeanne. Alors pour la petite histoire, depuis des années, sur la région de Galère, eh bien, il y avait des va-et-vient incessants de scientifiques qui passaient vraiment à la loupe, j'allais dire la faune, la flore, même les traditions, sous l'œil médusé des riverains qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et puis un jour, les deux mondes parallèles se sont croisés. Et c'est grâce à l'association. Expliquez-nous. Alors, cette association qui est à l'initiative de Michel-Claude Weiss, qui également n'a pas plus, qui est un grand scientifique et qui est un président d'honneur d'abord de l'association, mais qui a été d'abord le président de cette association, et qui est un historien de Corse, qui est maintenant à la retraite, et que je salue au passage, donc qui n'a pas pu se déplacer non plus pour des raisons médicales, mais cette association a été créée en 1999 pour justement un petit peu remettre en contact la population de Galéria et de ses environs, avec tous les travaux scientifiques qui sont faits par les chercheurs qui se succèdent dans le coin, aussi bien à la réserve naturelle de Scandola que à la réserve de biosphère qui existe également, qui couvre toute la vallée, et puis le conservatoire du littoral, etc. Il y a des tas d'organismes qui se chevauchent un petit peu sur la région, et donc tous ces scientifiques passaient, et les gens ne comprenaient pas trop ce qui se faisait, et pourquoi, à quoi ça servait, donc on a voulu un petit peu faire ce qu'on appelle de la vulgarisation au niveau du public. On va revenir là-dessus, Jean-Baptiste. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on ne perde pas de temps. On retrouve Francine qui est avec Jeanne, et justement le bureau de l'asso est pas mal. Jeanne, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Joli bureau. Oui, c'est le siège social de l'association. Très beau site en tous les cas, ça inspire. Oui, tout à fait. Donc Jeanne, vous êtes présidente de l'association Kunishan di Ufango et di Scandola, institutrice retraitée, toujours à Galéria. Est-ce que ça a un lien? Oui, d'abord il y a celui-là, le lien, puis il y a le fait d'être né ici aussi. Donc c'est important de transmettre aux jeunes générations. Cette association a vu le jour quand? Elle a vu le jour en 2000. Les scientifiques et les gens du village ne se côtoyaient pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de fréquentation entre les travaux qui se faisaient au niveau des scientifiques et les gens du village qui voyaient passer ces scientifiques sans savoir trop ce qu'ils faisaient. Et donc il est important de faire le lien entre les deux. Combien de membres dans l'association aujourd'hui? On a 34 membres pour l'instant. Actifs. Actifs. Donc comment ça s'organise en fait? Parce que j'imagine que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur une année. Comment ça se passe? Il y a un bureau qui travaille toute l'année. Il y a surtout une assemblée générale qui se passe au début décembre en général, où se fait le choix des conférences de l'année suivante. Donc là, à partir de là, on contacte les gens compétents par rapport au thème choisi.
On a fait le choix de faire 3 conférences. Une fin juillet, une première quinzaine d'août, une deuxième quinzaine d'août. Et après, il y a quelques sorties aussi sur le terrain. Jeanne, vos colloques sont à thème, vous décidez des thèmes en amont, c'est ça? Et que vous mettez quand même en scène à la fin, puisqu'on trouve une trace de vos travaux. Je crois voir... Oui, en général, oui. Donc là, c'est le premier livre qu'on a sorti, c'était sur les conférences, justement. On reprend ensuite celle-là, celui-là, le livre, c'est pas tout à fait pareil, on a participé financièrement à ce livre-là. Parce qu'il y a un coût quand même. Comment vous faites qui finance ça? Vous avez des aides? Alors, le premier livre qu'on a sorti, on a eu une aide de la CTC importante, qui nous a permis quand même de financer. Et ensuite, tout le reste, ça a été en autofinancement. Et donc, ça a permis peut-être aussi aux gens de la vallée et les gens du village de découvrir certaines choses, peut-être? Tout à fait. Vous avez ce genre de retour? Oui, tout à fait, au niveau des scientifiques, et puis aussi, surtout avec ce genre de livre, où on a fait quand même des recueils de photos. Donc on a sollicité tous les gens du village, tous les gens de la vallée, les gens même qui étaient sur le continent, pour avoir un maximum de photos, un maximum d'informations, pour pouvoir essayer de voir le plus largement possible toutes les familles. Quoi qu'il en soit, tous vos thèmes choisis ont bien évidemment un lien avec la région. Toujours. Toujours. Eh bien, c'est vraiment un beau travail de mémoire que vous laissez. C'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est le mot. Il a vraiment une double casquette, Jean-Baptiste, puisque vous êtes à la fois membre de l'association, mais vous êtes aussi scientifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt, finalement, de démocratiser ou de vulgariser ce qui est fait, les travaux qui sont faits par les scientifiques pour le grand public? Scientifique, il a un peu levé les yeux. Non, je suis pas scientifique. Scientifique, En tout cas, il est sur le terrain, il est agent du parc. Mais je suis on dira animateur, pour dire plus simplement. Je suis dans le secteur de l'éducation à l'environnement. Et donc, mais on est tout à fait dans ce que vous disiez, c'est que on doit essayer de remâcher, de retraiter, de retravailler les découvertes qui sont faites par les scientifiques, les informations. Pas toutes, parce que certaines ne sont pas forcément communicables. Et là, bien sûr, soit déjà, nous, on n'est pas forcément au courant de tout, bien par évidemment. Exemple, alors, par exemple, on ne peut pas divulguer l'emplacement de certains nids d'oiseaux sensibles comme le gypaète ou le balbuzard. Certains sont connus, mais d'autres non. Et on se gardera bien de les signaler. Il y a des informations sur des évolutions de certaines populations qu'il ne faut pas communiquer. J'évoquais récemment le problématique des espèces invasives comme les écrevisses à pattes rouges. On ne communiquera pas où elles sont parce qu'elles ne doivent pas être pêchées. Ce sont des espèces que l'on doit détruire, que l'on doit éradiquer. Voilà, il y a des tas de choses que Et puis il y a parfois des travaux scientifiques que justement ces scientifiques préfèrent garder pour eux jusqu'à publication dans les revues spécialisées, parce que c'est aussi leur rôle aussi de tirer le bénéfice de ces informations et que ça leur revienne à eux et ça c'est normal. Alors, malgré quelques discrétions, il y a quand même un échange mutuel, un enrichissement. Tout à fait. On est là pour aussi bien l'association que le parc pour sa partie, puisqu'on œuvre dans ce domaine-là aussi de vulgarisation des données et d'informations par le biais des manifestations, des foires rurales, etc., auxquelles le parc participe. Mais les associations comme Kunishen Sadiskan Olaidi Ouvang, dont je fais partie, mais totalement bénévolement, et que j'aide autant que faire se peut, sont des associations qui sont des associations de gens du village qui ont décidé eux-mêmes de s'associer. C'est pas du tout un choix. Mais juste Célia, si on ne fait pas partie du village, on peut quand même faire partie de l'association ou tout pas? à fait. C'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on s'inscrit Alors non, l'inscription c'est sur place parce qu'on est une petite association, on n'a pas de site Internet, pas encore, mais disons qu'on peut très bien participer aux soirées quand elles sont affichées dans le village. Voilà, il y a peut-être peu d'informations dans la presse parce que vous l'avez vu, on a vu le bâtiment de la tour tout à l'heure, ça se passe à la tour et il n'est pas très grand. C'est magnifique, il n'y a pas énormément de monde, mais on demande à ce qu'il y ait plus de monde parce que franchement, un scientifique qui vient comme ça expliquer ça, c'est extraordinaire pour reprendre le mot de Francine. La plupart du temps, ce sont de vrais scientifiques. Oui. Il peut arriver qu'on ait des gens qui connaissent bien leur secteur, mais qui ne sont pas forcément des scientifiques au sens officiel du terme. Déjà, reste à définir ce que c'est qu'un scientifique. Si c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la science, c'en est un. Donc ce sont de toute façon des gens qui sont reconnus publiquement, unanimement pour leurs compétences
compétences et qui viennent et à qui on a essayé à qui on demande d'essayer de vulgariser justement, se mettre à la hauteur du grand public. Non pas que le grand public ce sont des ignorants, mais il y a parfois des mots qu'on évitera d'utiliser parce qu'ils sont trop compliqués. Et donc on leur demande d'être le plus simple possible et puis d'illustrer leurs propos par des films, par des diapos, par des schémas, etc. Et on a donc un attrait du grand public, aussi bien venant des touristes, bien sûr, qui sont friands de ce genre de soirée, parce que... Alors, les soirées, on le rappelle, ce sont des conférences qui sont organisées des 3 fois par an. Exactement. Du côté de 3 fois par an, oui, exactement. Parfois 4, c'est arrivé, mais généralement c'est 3 fois. Et ces conférences rassemblent également beaucoup de locaux. Et on est très content de voir que ça n'attire pas que les touristes qui, on dira, peut-être s'ennuieraient. Mais ça attire beaucoup des locaux qui, pourtant, pour certains, ont déjà d'autres occupations et se libèrent le soir pour venir s'informer. Et on peut dire aujourd'hui qu'on est dans une des régions de Corse, certainement, où il y a, je pense ne pas me tromper, où il y a la plus grande connaissance de la part du grand public de ce qui se fait au niveau scientifique et de ce qui existe au niveau patrimonial. Jean-Baptiste, vous avez aussi parlé des foires rurales. Donc ça, c'est vraiment le grand public et vous élargissez au maximum, finalement, les thèmes que vous abordez. Alors là, c'est la casquette parc régional qui s'exprime, parce que pour l'instant, l'association n'a pas l'envergure pour exposer et se déplacer sur des foires rurales, mais on l'espère, un jour peut-être. Mais le parc régional, effectivement, essaye de divulguer au maximum les informations dans le but de sensibiliser, mais dans le but aussi tout simplement de faire connaître au grand public les richesses. Mais il y a toujours quand même un message de sensibilisation. L'exemple pour le cerf de Corse ou pour le mouflon, il y a toujours un message lié par exemple à la chasse, etc., pour faire en sorte que ces espèces soient un peu plus respectées. Une fois de plus, vous avez le don d'ubiquité puisque l'association, c'est un petit peu le relais du parc du côté de Galères. Voilà, on peut parler... L'association est complètement autonome et ne doit rien au parc régional, même si on l'a beaucoup aidé. Ça reste une association qui est complètement libre de ses actes, mais on marche un petit peu dans le même sens. Et c'est la raison pour laquelle le parc a décidé depuis le début de l'aider jusqu'à ce que peut-être elle soit complètement... qu'elle vole de ses propres ailes. Voilà, et qu'elle n'ait plus besoin du matériel et peut-être de l'assistance technique encore que... Mais plus il y aura de monde, finalement, plus elle sera populaire, plus elle sera autonome en fait. Là, c'est pour les grands. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard. Et vous le faites tous les jours à la Casa Marine avec les petits. Ce que je vous propose de faire, c'est de retrouver Francine qui, elle, a découvert le site de la Casa Marine. Jean-Baptiste D'Angeli, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici à Casa Marine pour une petite visite découverte. Ensemble, nous verrons ce qu'il s'y passe. Alors, Jean-Baptiste, combien d'années d'expérience ? Eh bien, moi, je travaille pour le parc naturel régional depuis l'année 1982, donc ça fait déjà 33 ans. Et je m'occupe de la Casa Marine depuis son ouverture en 1994. Combien d'animateurs travaillent ici pour la Casa Marine ? Nous sommes 4. Jean-Baptiste, qui vient ici ? Ce sont des groupes de scolaires et chaque groupe reste ici en gros une semaine. Il arrive de plus en plus souvent que nous ayons des petits groupes de jeunes, encadrés bien sûr par leurs éducateurs, infirmiers, etc., qui se déplacent. Alors soit ce peut être des enfants qui ont des problèmes médicaux, bien sûr, et qui sont en cours de traitement. Ça peut être des handicapés, bien sûr, physiques ou mentaux. Ça peut être aussi des enfants qui sont placés par la justice, momentanément ou sur long terme. Donc, je voulais revenir avec toi sur le fait justement de recevoir ici des groupes scolaires, ce qui implique une convention avec l'éducation nationale, j'imagine. Les scolaires sont notre principal partenaire. Donc évidemment, 90% des scolaires que nous recevons ici sont des locaux, sont des scolaires de Corse. Il y a quand même, en gros, 10% de scolaires qui viennent du continent, comme ça va être le cas très bientôt, un lycée du continent. Ça peut être des lycées, ça peut être des primaires. Nous accueillons les enfants de la maternelle jusqu'à l'université, puisque aujourd'hui est inscrit au programme tout un volet éducation à l'environnement et développement durable au programme des scolaires. Donc ce que nous faisons est complètement dans le programme des écoles. Qui fait la démarche en fait ? Ce n'est que l'enseignant, effectivement. Ça rentre dans son projet pédagogique d'école, dans son projet d'école. Soit il peut s'agir d'un séjour
qui se fait au début de l'année scolaire, mais c'est assez rare parce qu'il faut encore avoir les financements. En septembre, octobre, novembre, il faut avoir les financements. Plus souvent, c'est un séjour qui peut se faire à partir du mois de février-mars. Et à ce moment-là, il y aura toute une exploitation qui se fera, non seulement bien sûr sur place, mais qui se fera ensuite en classe, au retour et jusqu'à la fin de l'année scolaire, et pourquoi pas les années suivantes. Ou bien ça peut être un séjour qui clôturerait un projet, par exemple sur la mer, et les enfants viennent avec leurs enseignants au mois de mai-juin pour clôturer le séjour, le travail qui a été fait toute l'année, et finalement y apporter du concret. Donc Jean-Baptiste, on est bien d'accord que tout ce qui est montré et présenté à ces enfants, c'est étroitement lié avec le travail que font les scientifiques sur la réserve, tout ça. Il y a toujours un rapport cause à effet, je dirais. Bien sûr, il y a des informations que même les animateurs du parc n'ont pas, que les scientifiques doivent conserver secrètes pour des tas de raisons, les situations de certains nids par exemple, je pense au balbuzard. Mais la plupart du temps, dès que les scientifiques savent qu'ils ont la possibilité de divulguer les informations, nous sommes généralement mis au courant et nous pouvons réinvestir au niveau du grand public, que sont par exemple les scolaires, ces informations-là par la vulgarisation de ces informations. Jean-Baptiste, merci. Moi, aujourd'hui, je me sens l'âme d'une enfant et je te propose d'aller sur site. J'ai envie de voir ce que découvrent ces enfants avec toi. Vous nous suivez? Allez, on y va. Bien sûr qu'on va vous retrouver tout à l'heure, Francine. Jean-Baptiste, l'intérêt de sensibiliser le jeune public, c'est une des missions du parc, puisqu'il y a d'ailleurs un service qui est dédié à ça. C'est une chose évidente, même, j'ai envie de dire. C'est bien sûr une évidence. Il y a non seulement un service, mais c'est le plus important service éducation à l'environnement de tous les parcs naturels de France. Au nombre de 51. Du moins à l'heure actuelle. Dès le départ, le parc a mis le paquet, on peut le dire, sur l'éducation à l'environnement. Il y avait cette grosse problématique des incendies qui existe bien sûr toujours. On ne peut pas dire que ça se soit forcément calmé. Bien sûr, il y a moins de dégâts. Est-ce que c'est dû, bien sûr, au service de lutte et à la prévention, mais aussi à l'information du public? Et peut-être que les enfants qu'on a touchés il y a 40 ans dans leurs écoles ont peut-être un comportement différent par rapport à ces incendies. Donc depuis le début, il y avait cette grosse préoccupation, mais il y en a d'autres. Ça n'est pas la seule. Il y a des espèces qui ont déjà disparu, pour lesquelles on ne peut plus rien faire. Donc, et il y a bien sûr des espaces qui sont à protéger. Et le meilleur moyen de faire en sorte que on travaille dans le durable, c'est de toucher les jeunes publics. Avec 40 ans déjà, puisque c'est l'anniversaire du parc cette année. Moi, je n'avais pas été touché à l'époque, ceci dit. Bon, je ne vais pas rajouter. On va présenter. Voilà. Pour témoigner de l'intérêt de vulgariser auprès du jeune public, notre nouvel invité, René-Pierre Guérini. Bonjour, vous êtes enseignant. Oui. D'ailleurs, vous êtes monsieur le directeur depuis quelques mois et votre signe particulier, c'est que vous êtes originaire de Balagne. Alors, racontez-nous un petit peu l'anecdote. Mon chemin, alors, je suis un directeur d'une école sur Ajaccio, effectivement originaire de Balagne, donc à plusieurs reprises avec Jean-Baptiste, nous avons travaillé ensemble. Et avec mes classes, j'ai participé à des séjours à la Casa Marine. Vous êtes un habitué de la Casa Marine. À la Casa Marine, oui. Racontez-nous comment c'est passé votre séjour. C'est parce que vous étiez amis ou c'est pas comment non, on s'est connus à travers le parc, à travers la Casa Marine. À la Casa Marine, on s'est connus. Mais il faut savoir que le parc, c'est quand même un des partenaires importants de l'éducation nationale. Ce sont nos partenaires référents pour tout ce qui touche à l'éducation à l'environnement. Ça, on l'a bien compris, mais comment ça s'est passé? Vous avez dit, vous avez passé un coup de fil, je viens avec ma classe, comment ça se passe? Alors déjà, on passe un coup de fil. Parce qu'il y a des enseignants qui nous regardent et qui ont envie de savoir aussi. Déjà, on passe un coup de fil à la case et on essaie d'avoir une place, parce que la case, pour avoir une place, il faut s'y prendre très tôt, pratiquement un an à l'avance. Et quand on arrive à avoir cette place à la case... une liste d'attente d'un an. Oui, on commence à préparer son projet de classe, parce qu'en fait, c'est pas un séjour... Pas en vacances, quoi. C'est pas des vacances, c'est quand même de la découverte, et pour les enfants, c'est quand même un moment important. Donc c'est un séjour qui vient en aboutissement d'un projet de classe, très souvent, qui est lié à la mer. Et on vient mettre en pratique un peu à la case ce qu'on a pu apprendre dans les livres à l'école. Voilà. Et comment ça s'est passé pour vous et aussi pour les élèves? Ils sont repartis avec quoi? Ils repartent avec beaucoup de choses. Des choses qu'ils ont appris de manière concrète, je dirais, et puis des choses qui sont plus de l'ordre de l'immatériel. C'est-à-dire que vous repartez avec des enfants qui ont un autre comportement. Déjà oui, par rapport à leurs camarades, parce que là, ils ont vraiment vécu 5 jours ensemble, ils ont partagé des moments, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi, enfin, voilà. On repart aussi avec beaucoup d'images, beaucoup de beaux paysages. Avec un mérou. Parce qu'on apprend des choses. Pas forcément avec le mérou, parce qu'on va essayer de le préserver. Non, mais c'est juste, c'est 5 jours en immersion totale. Ça coûte combien pour les élèves de partir?
Il y a un coût? Comment ça se passe? Vous prenez tout en charge? Non, pas du tout. Non, malheureusement, le parc il est normal que le parc ne prenne pas en charge l'aspect nourriture, etc. Donc il y a une participation qui est infime. Même si parfois ça reste difficile, mais on a fait au minimum, c'est-à-dire qu'en gros c'est 30 € par jour et par enfant. Ça équivaut au prix de la nourriture, du gaz, de l'électricité, de l'eau, etc. Voilà. Alors je voulais préciser quand même que le service d'éducation à l'environnement dont je parlais tout à l'heure du parc a un réseau de 12 animateurs sur tout le territoire, enfin y compris les animateurs des cases. Et il y a en tout une quinzaine de personnes avec le staff, on ira administratif. Et puis depuis sa création, il avait mis en place une structure qui s'appelle la Casa Dianadour, que certains connaissent déjà, qui est très ancienne et qui se situe à Visavone et qui fait exactement la même chose que nous avec le même type de fonctionnement, mais orienté sur la forêt, la rivière, la montagne, etc. Donc toutes ces choses-là, y compris la voie de chemin de fer qui est traitée. Donc ce sont deux maisons sœurs. Complètement. Mais on va voir un petit peu sur moi, place. j'aimerais, Non, tu veux pas voir sur place comment ça se passe? Non, Luc, j'aimerais vas-y. quand même insister sur ce avec quoi les élèves vont repartir. Vous l'avez dit, il y a la découverte du patrimoine naturel, mais il y a aussi l'enrichissement personnel, puisqu'il y a vivre ensemble. Ça veut dire, vous êtes animateur, mais vous êtes aussi gestionnaire. Donc ça, vous pouvez en témoigner. Il va falloir apprendre à gérer, économiser l'eau, économiser la nourriture. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, comme disait René Pierre, ça fait partie du projet d'école, que le fait de faire un séjour comme ça, c'est pas uniquement pour ingurgiter des connaissances scientifiques ou patrimoniales, c'est aussi pour avoir un comportement différent à la fin du séjour. Alors que l'enfant, par exemple, déjà trie à la maison ses ordures, mais déjà à la Casa Marine, au moins on lui apprendra si c'est pas le faire, et en tout cas il continuera à apprendre à éteindre une lumière avant de quitter une salle, apprendre à fermer un robinet, etc. Et puis surtout, on demande aux enfants, et c'est le but d'un tel séjour, c'est une responsabilisation et une participation à certaines tâches ménagères. Par exemple, ce sont eux qui mettent le couvert. C'est une éducation complète. On a bien compris, on en revient transformé. Mais j'aimerais quand même voir comment ça se passe concrètement, parce qu'elle voulait aller auprès de l'eau. Allez, on regarde ce que vous lui avez fait faire. Donc Jean-Baptiste, quel est l'intérêt en fait de ce type d'atelier avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe? L'intérêt, d'abord, c'est que ça plaît beaucoup aux enfants. Et l'intérêt, c'est surtout de pouvoir leur montrer qu'on peut pêcher sans tuer, en relâchant, puisque c'est ce qui va se passer. Nous allons observer les animaux qu'on a pêchés, on les observera un peu plus tard J'en ai une. au labo. Ah, super. On les observera un petit peu plus tard au laboratoire de biologie, on les dessinera. Mais ça permet également de commencer à expliquer un petit peu quels sont les différents embranchements d'animaux et des végétaux qui vivent dans le milieu marin en Méditerranée. Ça permet également de faire une approche de leur écologie, c'est-à-dire comment ils vivent, comment ils se déplacent, comment ils se sont adaptés à leur milieu, comment ils se nourrissent, etc., comment ils se reproduisent. Et tout ça, c'est au programme de l'éducation nationale. En fait, c'est aussi une façon de mettre en application ce que vous auriez expliqué dans la petite salle qu'on a vue précédemment. Exactement. Donc on leur montre aussi, quoi. Il y a théorie et pratique, c'est génial. Tiens, regarde, j'ai un petit poisson. Waouh. C'est une blénie. Une blénie. Ça vit essentiellement ici ou Oui, en Méditerranée, il y en a beaucoup, mais pas exclusivement en Méditerranée. C'est très ludique en tous les cas. En fait, il faut gratter bien les algues. Ah, les animaux sont cachés dans les petites algues que tu as devant toi. Et si tu ne grattes pas les algues, il y a peu de chances d'attraper quelque chose. Tiens. J'ai une pêche pas très heureuse, moi, ce matin. Voilà, Ça, cadeau. c'est de la triche. Très joli. Ici, on trouve pas mal de petits crustacés. Alors, Et pas mal d'oursins. Ah, super. Waouh. Très bonne pêche. J'ai Francine, pêché une écrevisse, enfin une crevette une également. petite crevette et un oursin. J'ai fait une grosse pêche. Alors, là. la crevette fait partie de l'embranchement des crustacés, de la classe des crustacés, pardon. C'est un arthropode. Et l'oursin, lui, fait partie de l'embranchement des échinodermes, les animaux dont le corps est recouvert de piquants. Francine, pas- tu sais que la pêche aux oursins est interdite actuellement. Je sais. Bon. Mais on dira rien. Hein. Non, mais si on relâche, reste entre nous, hein. si on relâche et qu'on ne consomme pas, tout va bien. Après, il va falloir se débarrasser de tout ça. Donc, mais bon, c'est bien parce que ça permet à l'enfant d'avoir vraiment une activité ludique. On a une leçon de choses sur le terrain, et directement, et on est en pleine activité pratique. Ça intéresse surtout quelle tranche
d'âge d'enfant, ce type d'activité? Le programme prévoit qu'à partir du cours élémentaire première année, on commence à approfondir un petit peu la vie sur Terre et comment les animaux s'adaptent à leur milieu, etc. Et puis ça va jusqu'au collège de toute façon, hein, avec des degrés de complications évolutifs. Adapté, ouais, justement, Voilà. à leur programme. Exactement. Eh bien moi, je vais continuer ma petite pêche. Peut-être qu'on me laissera l'emporter pour que je puisse la goûter, la pêche de Galière, sait-on Non, jamais. non, ça, j'ai pas tu trop man- l'impression. tu mangeras pas ça. Je vous dis à bientôt, je vous dis surtout à demain. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Donc, on n'emporte rien, bien sûr. Hein. Dites-moi, René Pierre, c'est un truc d'enfant, ça. C'est que les gosses qui vont à la Casadia Alors, à Casamarina. Casamarina, le public est bien évidemment le public scolaire qui, Oui. qui est privilégié, mais il y a aussi des adultes, voire des groupes qui viennent qui ne sont pas forcément scolaires. Et hein. scolaire, c'est de 7 à 18 ans, hein, on est bien d'accord. Hein. Dans la oui, oui. maternelle à l'université. Et les enfants, en dehors de l'école, ils peuvent venir. Tiens, une question tweet de pêle-mêle. Alors, en individuel, non. Mais par contre, se greffer à un centre aéré qui se déplacerait. Alors, on reçoit des centres aérés. On reçoit aussi des formations d'animateurs, par exemple, d'animateurs BAFA. Il sait que j'ai fait mon BAFA. C'est Voilà. bon, ça. Donc, on vient se greffer à des groupes. Voilà, tout à fait. Et on reçoit également des séminaires de scientifiques qui viennent. On n'hésite pas à appeler, de toute façon. Célia. Je voulais revenir sur le fait que le parc a toujours essayé de donner des infos au maximum dans les écoles. Alors avant, c'était partir en 2 chevaux avec le vidéoprojecteur. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus moderne. Et d'ailleurs, vous avez un outil, Jean-Baptiste, qui vous permet de montrer ce qui se passe sous l'eau. Expliquez-nous. En 30 secondes, Très vraiment. rapidement. Ouais. La difficulté pour des enfants, quand on veut leur faire découvrir le milieu sous-marin, c'est de les amener dans le milieu sous-marin. Donc c'est très difficile, coûteux et réglementairement, c'est assez difficile. Et puis il y a l'aspect médical également. Donc la solution, ça a été de faire en sorte que un de nous plonge, en l'occurrence souvent c'est moi, et que les images soient commentées par ma collègue Véronique qui explique un petit peu tout ce qu'on voit. Alors ça se passe la nuit. En direct, après le repas du soir, la nuit, sur la plage, on met un grand écran et un vidéoprojecteur, et moi je plonge avec ma caméra. Tu m'étonnes qu'ils en redemandent, les Et c'est enfants. Alors. le coup du C'est le coup du- séjour. Ah, oui, oui, c'est le dernier soir, c'est le jeudi soir. Vous avez déjà réservé votre place pour l'an prochain? Oui, pour l'an prochain, il n'y a C'est- pas de souci. C'est votre visiteur annuel. Oui, Oui, tout à d'accord. fait. D'accord. Il est abonné. Il est abonné. Merci en tout cas à tous les deux. Merci, à vous. merci. Vous restez quand même avec nous en dehors du plateau, bien sûr, parce qu'on continue avec Priscilla. On va parler de jeunes entrepreneurs corses qui ont sorti un petit manuel très explicite et très pratique. Ils vont venir nous en parler tout de suite dans Prima 2. Donc restez avec nous, c'est la dernière partie de l'émission. Célia, merci Je vous en infiniment. prie. On se retrouve quand nous On se retrouve vendredi pour parler justement de la vie qui se passe, le village de Galère, le village du bout du monde. Comment on fait pour s'organiser là-bas? On va tout vous dire. D'accord, rendez-vous avec vous. Et puis vous l'avez compris, nous, dans quelques petites minutes. Merci encore, messieurs. C'est super ce que vous faites. Et ce qu'on peut faire d'ailleurs même.